Le Shah parti, le peuple iranien attend maintenant le retour de l'ayatollah Khomeini. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Les majorités se font et se défont par des votes. Elles ne se font pas, elles ne se défont pas par des déclarations. Les troupes soviétiques entrent en Afghanistan. 1979. Il existe dans l'histoire des années charnières. Traversées par des ruptures inattendues, 1979 en est une. Et les changements cruciaux qui vont alors parcourir le monde structurent encore nos sociétés aujourd'hui. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez 1979 Année fatidique, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, la révolution en Iran. « 1979, c'est donc une année de changement et de nouveautés où s'installent ce que seront les années 80. C'est à ce moment-là que sort le Walkman, sur lequel on peut écouter Born to Be Alive ou le premier album solo de Michael Jackson, Off the Wall. Nombre de films cultes sortent en 1979, comme Apocalypse Now, Alien ou Les Bronzés font du ski. C'est aussi l'année de la mort de Jacques Messrine, l'ennemi public numéro 1, de la première visite en tant que pape de Jean-Paul II dans son pays, la Pologne, provoquant une vague anticommuniste. Et, plus discrètement, c'est en 1979 qu'est remis le premier rapport de scientifiques sur le climat au président américain Jimmy Carter. Des événements que l'Express a couverts et qui figurent aujourd'hui dans les archives du journal. Comme par exemple, une des premières couvertures du magazine de cette année 1979. Un homme vêtu de noir, avec un turban sur la tête, son regard sombre est entouré d'épais sourcils, son visage paraît très dur. Sa barbe blanche est le seul contraste de cette photo. Le titre « Iran, l'homme qui fait trembler l'Occident ». Ce portrait, c'est celui de l'ayatollah Khomeini, la plus haute autorité religieuse de l'islam chiite à l'époque. Dans l'hebdomadaire, une dizaine de pages est consacrée aux troubles qui secouent l'Iran et dont Khomeini est le leader en exil. À Nofle-le-Château, capitale provisoire de l'Iran depuis le 6 octobre, hiératique, impénétrable, l'ayatollah paraît sur le perron de sa petite villa. Tout peut arriver demain en Iran. Mais la partie qui s'est engagée au cri de « Allah est grand » dépasse le cadre d'un seul pays. Elle annonce de terribles affrontements dans une des régions les plus sensibles du monde. Quelques jours après cette une, l'ayatollah Khomeini va quitter la France, direction Téhéran. Le pays va alors basculer, la révolution islamique est en marche et va bouleverser l'histoire de la région. Pour nous replonger dans les événements clés de cette année 1979, j'ai fait appel à Brice Couturier, journaliste et essayiste, auteur de 1979, Le grand basculement du monde, aux éditions Perrin. Il va nous accompagner durant les 4 épisodes de cette série. L'année 79 m'apparaît rétrospectivement comme une année absolument décisive dans l'histoire mondiale. Direction donc l'Iran pour ce premier épisode. Depuis 1953, le pays est dirigé par le Shah Mohammad Reza Pahlavi. Ce monarque a remplacé le régime démocratique, nationaliste et laïque de Mohamed Mossadegh, renversé par les Américains et les Britanniques. Le Shah d'Iran, c'est un homme qui a la folie des grandeurs. Il sert de gendarme local aux Américains parce qu'il faut savoir que depuis leur déroute au Vietnam, les Américains désirent intervenir de moins en moins directement sur le champ militaire et plutôt utiliser ce qu'ils appellent des gendarmes locaux. Or, le Shah d'Iran, c'est le gendarme du Golfe, le gendarme américain du Golfe. Le Shah fournit du pétrole en abondance, puisque l'Iran est un des principaux producteurs de pétrole déjà à l'époque, et avec les revenus tirés du pétrole, il équipe son armée, qui est très évidemment la plus moderne du Moyen-Orient. C'est un régime qui est à la fois réformiste et autoritaire, modernisateur, mais ultra répressif. Et au cours du Vendredi noir, le vendredi 8 septembre 1978, l'armée iranienne a tiré sur la foule, en employant carrément des chars et des hélicoptères de combat. Il y a eu plusieurs milliers de morts. Et donc, on peut dire qu'à la fin de l'année 78, le divorce entre le Shah et la majorité de la population iranienne, il est consommé. Car depuis plusieurs années, l'opposition à la politique du Shah
grandit. Alors, sur le plan intérieur, le Shah d'Iran prétendait faire de son pays une puissance industrielle moderne, alignée sur l'Occident, sur les modes de vie occidentaux, bref, moderniser le pays à partir de la culture de masse des Occidentaux. Et c'est une véritable libéralisation des mœurs qu'il promeut, notamment le droit des femmes à divorcer, ce qui est complètement invraisemblable et très mal vécu par les autorités religieuses du pays. Et en réalité, les réformes du Shah, la modernisation, l'occidentalisation du pays ne concerne réellement que les élites et l'armée. Cette occidentalisation du pays, des mœurs, des coutumes, du droit, écrase les traditions iraniennes et l'islam, évidemment, cristallise la réaction, les résistances à cette modernisation et à cette occidentalisation du pays. Cette opposition ne s'exprime pas seulement dans la rue, plusieurs partis politiques tentent de faire tomber le régime du Shah. À l'époque, évidemment, c'est une dictature et les forces politiques d'opposition ne s'expriment que dans la clandestinité, mais vous avez un parti communiste très fort, le fameux Tudeh. Et vous avez en particulier deux mouvements d'extrême gauche très puissants qui se sont forgés dans la résistance au despotisme du Shah, qui ont des antennes militaires puissantes, qui sont armés, qui font des attentats. Et en particulier, donc, les deux grands mouvements d'extrême gauche, c'est les Moudjahidines du peuple et les Fedaïn el-Khalq. Ça veut dire ceux qui se sacrifient pour le peuple. Le Tudeh iranien, il est totalement aligné sur Moscou. Il prend ses ordres à Moscou. Et à Moscou, on lui a dit qu'il fallait coller à la révolution iranienne islamiste, celle de Khomeini. Le 16 janvier 1979, le Shah quitte définitivement l'Iran. De son côté, longtemps exilé en Irak, Khomeini est installé depuis octobre 1978 à quelques kilomètres de Paris, à Naufle-le-Château, dans les Yvelines. Là-bas, il prépare son retour politique et c'est depuis la France qu'il va rejoindre l'Iran après 15 ans d'absence à bord d'un avion Air France le 1er février. Khomeini descend d'avion, fragile, s'appuyant au bras d'un steward d'Air France. Une limousine du comité d'accueil Khomeini vient le chercher. Au loin, sur la terrasse de l'aéroport, des journalistes iraniens crient « Khomeini, Khomeini, Allah Akbar, Dieu est grand » et certains pleurent. Ça se déroule en très peu de jours. Entre le 1er et le 11 février 1979, vous avez des véritables batailles rangées entre, d'un côté, des dizaines de milliers de manifestants armés, parce qu'une partie de l'armée a fait défection et a livré des armes, y compris des armes lourdes et des mitrailleuses aux Moudjahidines, aux résistants islamistes. Vous avez donc d'un côté ces manifestants armés, de l'autre une partie de l'armée iranienne qui restait fidèle au régime du Shah et qui obéissent au nouveau Premier ministre qui a été nommé par le Shah juste avant son départ en exil, c'est Chapour Bakhtiar. Chapour Bakhtiar, c'est un social-démocrate et pas du tout un islamiste, il est d'ailleurs laïque. Aussitôt arrivé, Khomeini exige la démission du gouvernement de Bakhtiar et il le remplace comme ça, il nomme un nouveau Premier ministre qui est Mehdi Bazargan. Bazargan, c'est pas non plus un islamiste dingue, il a été un des cadres du régime nationaliste et laïque de Mossadegh dont je parlais tout à l'heure. Il va progressivement s'opposer de plus en plus nettement à Khomeini et on va bien vite se retrouver dans une situation de double pouvoir qui est classique en période de révolution. Vous avez d'un côté le gouvernement officiel, puis de l'autre les comités islamiques qui se revendiquent de l'autorité de Khomeini et très rapidement vous allez voir que entre les deux pouvoirs, entre ces deux centres de pouvoir, il va y avoir un clash évidemment. Alors Khomeini, en arrivant à Téhéran, il dit qu'il veut faire élire par le peuple une assemblée constituante. Bon, pour un changement de régime, quoi. En réalité, il veut soumettre le pouvoir civil, celui de Bazargan, du gouvernement, à l'autorité de la hiérarchie religieuse. Alors que l'Iran est en pleine agitation, ce changement politique est regardé de loin par les puissances occidentales. En Occident, on est inquiet de voir le Shah s'enfuir du pays le 16 janvier 1979. Mais on ne considère pas que les islamistes puissent durablement exercer le pouvoir. Et là, vous avez un truc extraordinaire, c'est Giscard, le président français, Giscard d'Estaing, qui déclare... C'est une force qu'on dépeint souvent comme étant religieuse. Je crois que c'est beaucoup plus vaste, que c'est en réalité l'expression à la fois du mécontentement, de la souffrance, des besoins d'une population qui, sur le plan social, qui, sur le plan politique, a été maintenue pendant longtemps et dans une situation de misère et de dépendance, et qui cherche à percer et à trouver son expression. Elle utilise pour cela l'expression religieuse.
Je suis convaincu, par exemple, que ce ne sont pas des satisfactions d'ordre religieux qui mettraient fin à la révolution iranienne. À l'initiative de Giscard d'Estaing, il y a une réunion en Guadeloupe dès le mois de janvier des principaux dirigeants occidentaux. Vous avez là Jimmy Carter, le président américain, Helmut Schmidt, le chancelier allemand, James Callaghan, le premier ministre britannique, bien sûr Giscard d'Estaing. Ils se réunissent en Guadeloupe donc pour discuter de la situation iranienne. Et ce qu'ils décident, ils décident rien du tout. Ils décident de lâcher le Shah d'Iran puisque de toute façon il est parti, il est condamné. Et Jimmy Carter les rassure. Dans mon bouquin, je cite la fiche de la CIA concernant Khomeini que j'ai trouvé par hasard. Et dans cette fiche, on dit Khomeini, il n'est pas dangereux. Il n'est pas vraiment dangereux puisqu'il est ni communiste, ni pro-soviétique, ni pro-chinois. Il ne faut pas s'en méfier. Mais le retour de l'ayatollah Khomeini et la mise en place de sa politique sont très loin d'apaiser la situation dans le pays. À la fin février 1979, l'Iran tout entier est au bord du chaos, de la guerre civile. D'ailleurs, il y a une déclaration de Khomeini au mois de mai qui dit « Nous sommes au bord de la guerre civile ». Quand on dit « c'est une révolution iranienne », non, ça devient une révolution iranienne. Au départ, c'est une révolution politique et sociale, effectivement, dont les mollahs vont prendre la tête progressivement. Mais c'est pas donné dès le mois de janvier 1979. Il est impossible de dire au début qui va l'emporter. D'autant que Khomeini lui-même n'est pas la seule autorité religieuse qui pourrait prétendre exercer le pouvoir. Vous avez des gens qui sont plus populaires que lui parmi la hiérarchie chiite. Et il n'est pas du tout évident d'emblée que les islamistes vont prendre le pouvoir et vont gagner, surtout pas ceux de Khomeini. Et pourtant, c'est ce qui va se produire. On assiste donc à des manifestations en opposition aux leaders religieux. Et notamment le 8 mars, lorsque des milliers de femmes descendent dans la rue pour s'opposer au port du voile imposé par Khomeini. À l'aube de la Révolution, les femmes sont oubliées. Nous sommes des femmes iraniennes. Nous ne resterons pas enchaînées. Le gouvernement libre n'a pas le droit de dire il faut ou il faut pas. C'est nous qui choisirons. Et c'est nous les femmes qui nous choisirons. Notre droit. Pour asseoir son pouvoir, Khomeini sait alors qu'il a besoin du soutien populaire et donc d'un vote. Mais à la fin de ce mois de mars 1979, Khomeini marque un premier point parce qu'il obtient l'organisation d'un référendum portant sur la nature du nouveau régime. Est-ce que ce nouveau régime sera islamique ou non ? Et alors c'est un vote bidon évidemment, tenu sans isoloir, avec un seul bulletin de vote qu'il faut montrer. Et bien sûr, il y a 98% de oui en faveur de la République islamique. Celle-ci est proclamée le 1er avril 1979 et commence alors l'islamisation systématique de la société iranienne. C'est le début d'un affrontement ouvert et violent entre les forces politiques de gauche, d'extrême gauche, et les islamistes qui se réclament, eux, de plus en plus de l'ayatollah Khomeini. Et le 5 mai, vous avez la création de ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, qui sont toujours là, les fameux passes d'Aran, les passes d'Aran qui ont pour mission de mettre au pas les groupes d'extrême gauche à l'époque, puisqu'ils sont encore armés et qu'ils sont encore candidats à l'exercice du pouvoir. En août de 79, c'est là que ça culmine, si vous voulez, la guerre civile entre l'extrême gauche et les islamistes. Donc on voit bien là que la conjonction qui a eu lieu au départ de cette révolution entre l'extrême gauche plus ou moins laïque, plus ou moins islamisée, et les islamistes qui se réclament de Khomeini, c'est là que ça éclate. Durant toute l'année 1979, l'Iran est en proie aux affrontements entre différents camps. Jusqu'à un point culminant, la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran le 4 novembre. Plus de 400 étudiants islamiques ont pris d'assaut ce matin l'ambassade américaine dans la capitale iranienne, réclamant l'extradition immédiate du Shah d'Iran. L'opération a obtenu la caution des autorités islamiques et les assaillants déclarent que l'ayatollah Khomeini leur a accordé son appui. Le prétexte invoqué par les fameux étudiants islamistes qui assiègent l'ambassade américaine depuis des plusieurs jours, c'est que le Shah d'Iran, qui est en train de mourir du cancer en réalité, a été accueilli à New York. Or, les nouvelles autorités islamistes exigent que les États-Unis leur livrent le fameux gendarme du Golfe pour le juger et l'exécuter. Du coup, alors donc vous avez 52 diplomates américains qui sont pris en otage, alors qu'à Washington, Jimmy Carter a ordonné aux Marines qui gardaient l'ambassade de ne pas faire usage de leurs armes.
et 14 otages sont libérés dans les premières semaines, mais les autres restent détenus pendant 444 jours, ce qui est une humiliation colossale pour le président Carter. Il faut noter que la réaction des alliés des États-Unis est extrêmement faible, notamment celle de la communauté européenne est absolument lamentable. On met 2 semaines avant de condamner, ce qui est un acte de barbarie qui viole absolument toutes les conventions internationales garantissant l'immunité des représentants diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères iranien lui-même, Bani Sadr, désapprouve cette prise d'otage parce qu'il considère non sans raison qu'elle va nuire à la réputation du nouveau régime iranien. Il entreprend des négociations avec Washington et il est désavoué par Khomeini qui interdit ces négociations et il lance, c'est à ce moment-là que ça commence, un appel à la guerre sainte contre les États-Unis. Ce basculement historique de l'Iran va alors essaimer dans toute la région. L'attaque de la Mecque le 20 novembre, le cœur des lieux saints de l'islam, montre que la révolution islamiste en Iran a fait des émules, jusque en Arabie Saoudite. Il a fallu 2 semaines pour déloger ce groupe d'islamistes fondamentalistes opposés à la famille royale qui occupait le lieu saint. Plusieurs centaines de pèlerins se trouvaient dans l'enceinte de la grande mosquée lorsqu'un commando armé les y a retenus otages. Aucun communiqué officiel n'est venu le confirmer, mais il semble cependant qu'un premier assaut donné aujourd'hui en fin de matinée par les forces de sécurité saoudiennes ait permis de libérer un grand nombre de ses fidèles. On observe dans ce pays d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, une déconnexion entre une population jeune, disponible pour des aventures politico-religieuses, et une élite dirigeante qu'ils estiment corrompu. Alors c'est important parce que l'Arabie Saoudite était en voie de modernisation et le pouvoir saoudien, à partir de ce moment, va se durcir. L'antagonisme entre gouvernements sunnites et chiites va structurer le Moyen-Orient. Le conflit latent entre le baassiste sunnite Saddam Hussein, maître de Bagdad, qui soutient les minorités iraniennes, arabes et kurdes en lutte contre le nouveau pouvoir islamiste à Téhéran, va mener à une guerre de 8 ans entre 1980 et 88. Et vous savez que cette guerre entre l'Iran et l'Irak va être atrocement meurtrière entre les 2 États. Mais les conséquences de cette révolution iranienne ne s'arrêtent pas à 1979. Avec la politique de Khomeini, c'est toute la dynamique du Moyen-Orient qui prend un nouveau virage dont l'influence est encore visible aujourd'hui. L'Iran islamiste va devenir le nouveau modèle pour les nationalistes arabes et va progressivement remplacer ce nationalisme arabe qui était laïque, socialisant, par un modèle beaucoup plus inspiré par l'idée de l'Oumma, la communauté des croyants qui va bien au-delà des frontières nationales et qui est le problème d'aujourd'hui. Ça naît en 79, mais ça nous concerne, nous, directement aujourd'hui. Un autre problème qui est posé à l'Occident, c'est que Téhéran, qui était l'allié d'Israël à l'époque du Shah, va se muer en quelques semaines en le principal soutien de la cause palestinienne et en ennemi implacable d'Israël, dont il finira, vous savez, par exiger l'anéantissement. Et évidemment, Téhéran va rompre avec l'Égypte, parce que l'Égypte a fait la paix avec Israël. Alors, aux dirigeants arabes, la révolution iranienne apparaît comme une menace mortelle, notamment en Égypte. Anwar el-Sadat menace ces islamistes locaux en leur disant « J'ai été relativement cool avec vous, mais c'est fini parce que j'ai compris ce qui se passe en Iran et ça ne se passera pas chez moi ». Or, il va être assassiné en 81 par les frères musulmans, donc il avait bien vu le danger. Mais les monarchies arabes elles-mêmes du Golfe sont blâmées par l'Iran pour leur faiblesse face aux Occidentaux. Les dirigeants d'Arabie Saoudite sont très inquiets, ceux de Bahreïn, ceux du Koweït expulsent les prédicateurs chiites qui sont inspirés par l'Iran, ils redoutent la contagion chiite. Donc on voit bien que c'est à ce moment-là, en 79, que se met en place en réalité ce qui va devenir l'arc chiite, qui allait de Téhéran à Damas jusqu'à tout récemment, puisque la chute de Bachar el-Assad est un revers pour l'Iran, de même que la défaite du Hezbollah libanais face à l'armée israélienne est un nouveau coup dur pour Téhéran. La révolution iranienne peut aussi être considérée comme le point de départ du terrorisme islamiste. Dès 1979, une vague d'attentats va secouer d'abord la Syrie pour s'étendre au reste du Proche-Orient, puis à l'Occident. Pourtant, nombre de ces dirigeants n'ont pas pris à l'époque la mesure de ce qui était en marche. À Téhéran, 1979 signe le début de ce qu'on appelle aujourd'hui un choc des civilisations. On se berce de l'illusion donc que les religions sont destinées à perdre leur influence
Et que comme en Europe nous-mêmes, le monde entier a vocation à se séculariser. Or, ce qui est en germe en 79, et c'est pour ça que cette année est absolument essentielle, c'est ce que Gilles Kepel va bientôt baptiser la revanche de Dieu. Les 3 coups de cette revanche, de ce retour du religieux dans la sphère politique, c'est en Iran qu'ils sont frappés, et ils sont frappés durant cette année 79. Plus globalement, c'est la civilisation même de l'Occident, ses modes de vie, cette façon d'organiser les rapports entre les hommes et les femmes, la dynamique d'émancipation individuelle qui sont ainsi réfutées, refusées par les islamistes en Iran. Et ça constitue un choc dans les esprits parce qu'encore une fois, en Occident, on avait le sentiment que l'occidentalisation du monde, sous la forme d'une modernisation, était inéluctable et universelle. L'islam prend conscience qu'en tant que culture, en tant que civilisation, il offre un modèle alternatif à celui développé par l'Occident au cours de son histoire. Vous voyez, les théories de la modernisation, qu'elles soient libérales ou socialistes, qui sont à l'époque dominantes en Occident, en prennent un sérieux coup. On cesse de penser que le monde entier a vocation à suivre le même chemin de culture que celui de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Avec cette révolution en Iran, les bouleversements de l'année 1979 et ses conséquences ne faisaient que commencer. Demain, nous revenons en France, où les divisions politiques qui s'y déroulent, peu de temps avant l'élection cruciale de 81, pourraient faire penser à l'ambiance actuelle. Alors pour ne pas rater cet épisode, chers auditeurs, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute de podcast, par exemple Acast, Spotify ou Apple Podcast. C'est là-bas que vous pouvez mettre des étoiles si ça vous plaît et nous écrire des commentaires. 1979, année fatidique, est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. À demain!